Non, et puis on démarre comme ça dans la foulée, on n'est pas très formel là, dans le groupe. Ok. Donc, Bonjour à tous, bonne année à tous tout d'abord. Donc Vincent Terrasson, moi j'ai fait le groupe tremplin T50 il y a un certain temps, voire un temps certain. Donc je suis actuellement chasseur de tête, mais je l'ai pas été toute ma vie. Je suis ingénieur de formation, j'ai eu une carrière classique de cadre sup dans des groupes dans les mondes des infrastructures, que j'ai quitté un peu poussé dehors il y a 4 ou 5 ans, et donc ça fait 3 ans que je suis chasseur de tête donc chez Exec Avenue, qui est l'ancienne Eurosearch. Alors je vais vous partager mon écran pour préparer euh, quelques slides pour appuyer un peu cette présentation. Ça marche a priori, je pense. oui, très bien. Oui. Ok. Avant que tu continues, je voulais vous dire, je vais m'excuser parce que j'ai un train à 9h30 et donc je m'en vais vous quitter vers 9h15. Ne vous étonnez pas si vous ne me voyez plus. Voilà, merci Vincent. Ok, donc qui sommes-nous? Très rapidement, un cabinet qui a une cinquantaine d'années d'existence. On est le deuxième indépendant français, donc on ne fait pas vraiment partie d'un réseau international derrière Eric Salmon. On est une douzaine de partenaires, donc 8 à Paris, avec des bureaux intégrés en Espagne, Allemagne, Maroc, un réseau international. Et puis un modèle qui est on est un cabinet du haut du deuxième tiers, on est derrière le premier tiers, je reviendrai sur le marché tout à l'heure. On a un business model mixte, on fait un tout petit peu de conseil, et puis de la chasse en exécutive et de la transition. C'est là où on est un petit peu spécifique, avec des clients qui sont en gros un tiers de PME ETI en direct, un tiers de fonds d'investissement small et mid cap majoritaires qui sont donc fortement impliqués dans la constitution des équipes de management de leur participation, et puis un certain nombre de filiales de grands groupes qui n'ont pas d'accord cadre avec les grands réseaux internationaux, ou qui ne les respectent pas, ou qui nous utilisent sur un deuxième niveau de cadre, pas sur les top managers. Un mot sur la chasse. 2019, c'est un marché qui représentait à peu près 280 000 recrutements de cadres, tout compris, il n'y a pas seulement d'exécutives. 280 000 recrutements, moitié à Paris, moitié en province. Les cabinets ne couvrent qu'une dizaine de pourcents de ces recrutements. Et dans ces 280 000, il y en a à peu près 20% d'exécutives. 2020, c'est un tout petit peu tôt pour avoir la consolidation du marché. Il y a quand même eu une très grosse baisse du marché avec le Covid, évidemment. Et on anticipe à peu près 170 000 recrutements, donc une baisse très très significative. C'est un métier qui est très atomisé. Nous, à 8 partenaires à Paris, on est un des gros de la place. Donc c'est très difficile de savoir ce qui se passe de façon consolidée. Il y a une association métier, mais qui consolide les chiffres après coup. On essaie de discuter un petit peu avec certains de nos partenaires pour savoir ce qui se passe, certains de nos concurrents pour savoir ce qui se passe, mais il y a beaucoup d'intox, donc on ne sait pas trop. Et comme c'est très atomisé, les performances de chacun des cabinets peuvent différer très fortement de la moyenne marché. Donc, j'essaierai de vous présenter une vue de la façon dont je perçois le marché, mais sans garantie ferme que ce soit la vérité. Le marché donc, avait subi en 2008-2010 un très très gros trou d'air. Il s'était effondré de 30%. Et puis il était reparti, il était extrêmement dynamique. Là. Les années 2017, 2018, 2019 étaient en forte croissance, 15% par an, donc c'était plutôt sympa comme marché. En 2020, ça a été un peu plus compliqué avec le Covid. Les premiers mois ont été très bien. On s'est pris ensuite 2 mois d'arrêt total avec le premier confinement. Et ensuite, le marché était plutôt bien reparti à partir de juin, de façon très inégale, suivant les secteurs. C'est évident que des secteurs comme les entreprises de services numériques, les télécoms, l'agroalimentaire ou la pharmacie ont été très faiblement, n'ont pas vu la crise en fait, schématiquement. Le monde des infrastructures a pris un petit coup au sens large qui va de l'ingénierie à la construction, à l'exploitation, à la maintenance, a été assez peu impacté. Des mondes comme le luxe, le retail, en partie, enfin ça dépendait des positionnements, ont aussi un petit peu souffert. Et puis tout ce qui est transport de personnes, événementiel, tourisme, aéronautique, bon ça c'est là c'est un monde qui est vraiment, vraiment sinistré.
Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Nous, vu de notre côté, avec le petit bout de la lorgnette, le marché tient toujours. On rentre toujours un certain nombre de missions à un niveau qui est un petit peu inférieur à 2019, mais qui reste très correct. On a une visibilité assez faible, hein. On pousse 1 mois et demi de carnet de commande devant nous parce que les missions sont relativement courtes, donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et on note quand même, depuis le deuxième confinement, une petite baisse de morale de nos clients, qui, je vous le rappelle, sont plutôt des PME ETI. Donc on ne sait pas très bien comment 2021 va tourner. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il y a un certain nombre de gros acteurs qui souffrent. On sait que Korn Ferry, Heydrich et Russell ont lancé des plans de réduction d'effectifs. Et pour les petits, bon, c'est fonction du positionnement et du réseau. Quelques chiffres là aussi sur les acteurs, sur le nombre la façon dont est organisé le marché côté de chasse de tête. Donc il y a 1600 cabinets de recrutement en France, hein, donc recrutement tout niveau là. Hein. 350 qui se positionnent en gros dans la partie exécutive. Partie exécutive, on considère que c'est à partir de 100 000 euros de package en gros. Une trentaine de cabinets chez AESC, qui est l'association internationale des consultants, d'un côté, dont on est membre. Hein. Donc voilà pour les acteurs. En fait, c'est un métier, il faut garder en mémoire, c'est globalement un métier d'artisanat d'art. Vous avez les leaders qui sont les Shrek, les Spencer, Heydrich, Russell, Egol et Korn, plus Eric Salmon qui est sans doute en train de déplacer Korn des 5 premiers. Et eux, ils ont une vraie notoriété. Ils ont une réputation, une image. Quand Carlos Ghosn se fait virer, on appelle les Gonzander. C'est pas nous qu'on appelle, il faut être clair. Deuxième et troisième tiers sont des métiers sur lesquels ce qui amène les missions, c'est le réseau relationnel du partenaire. Donc avec beaucoup d'individus personnés. Du coup, ce qui est intéressant à savoir, c'est que même des petits, comme c'est un métier, il n'y a pas de ticket d'entrée, hein, n'importe qui peut s'intituler chasseur de tête dans son garage, il n'y a pas de ticket d'entrée. Si la personne a un bon réseau relationnel, même les tout petits cabinets individuels dans leur garage au fin fond de la France peuvent de temps en temps avoir de belles missions. À savoir également dans le fonctionnement, c'est un métier d'individualiste. Schématiquement, il y a quelques boîtes, Egon Zender et puis ses spin-offs qui sont Eric Salmon et EIM. Monsieur Eric Salmon était un ancien Egon Zender et EIM c'était l'ancienne filiale management de transition d'Egon Zender. Eux, ils ont un modèle sur lequel les partenaires d'un côté et puis les consultants de l'autre ont tous le même niveau de rémunération. Enfin, pardon, les partenaires ont un certain niveau et les consultants un autre, mais tout le monde a le même niveau de rémunération. Et ils ont ensuite un intéressement monde, au résultat monde. Tous les autres ont un modèle un petit peu différent. L'extrême, c'est Boyden. Boyden, où les gens mettent en commun, les bureaux payent des frais mensuels de bureau, secrétariat, informatique d'un côté, et payent une redevance de marque à Boyden. Et puis ensuite, chacun s'organise comme il veut. Et les gens se parlent peu. Et il y a toute la gamme au milieu, et nous, par exemple, faut savoir que notre rémunération de chacun des consultants est complètement proportionnelle aux missions que nous rentrons. Donc, on met en commun des bases de données, de l'informatique, des bureaux. Il se trouve que nous, on a un cabinet où on s'entend bien et donc où on partage beaucoup d'informations, on fait un certain nombre de missions à deux. Fondamentalement, ça reste un métier d'individualiste, ce qui veut dire pour vous que là où c'est un petit peu compliqué, ce sera de savoir si quand vous discutez avec le partenaire d'un cabinet, est-ce qu'il discute avec ses collègues ou pas. Typiquement, dans des boîtes comme Egon Zender d'un côté, comme les nôtres de l'autre, si vous contactez 5 partenaires en même temps, nous, ça nous irrite, parce qu'on se parle. Sur des modèles très individualistes, les gens ne se parlent pas, vous pouvez tout à fait contacter les gens en parallèle, sans que ça pose problème. Ceci étant, pour vous, ce sera difficile de savoir comment ça fonctionne et donc il faudra faire un petit peu attention quand vous contactez les cabinets ou si vous voulez contacter plusieurs partenaires de tel ou tel cabinet. Ça reste, quand je dis artisanat d'art, ça reste aussi des petits nombres. Hein. La moyenne métier, c'est 13 missions par partenaire et par an. Et donc nous qui sommes un des gros acteurs de la place parisienne, je vous rappelle avec 8 partenaires à Paris, hein,
on fait 110-120 missions par an. Donc ça reste, et 110-120 missions par an qui se répartissent entre DAF, DRH, opérationnel, etc., directeur juridique. Donc on n'est pas dans les grands nombres. Donc quand vous contactez un chasseur de tête, il ne faut pas vous attendre à ce qu'il ait en stock systématiquement la mission ou positionnement que vous recherchez, parce que, encore une fois, ça reste sur des tout petits nombres. Comment ça fonctionne? On est un métier très conservateur. Il faut savoir que nous, notre métier, c'est réduire le risque client. Réduire le risque client, ça veut dire lui fournir un candidat qui va correspondre à sa demande, et donc ça veut dire faire du clonage, schématiquement. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est très exactement ce que nous demande le client, parce que lorsque le client, de façon très paradoxale, a commencé à faire appel à nous, il a réfléchi, il a fait une fiche de poste, et quand il a fait une fiche de poste, il s'est mis dans une seringue, et du coup, il attend un clone. Donc ça veut dire que dans ce monde de chasseurs de tête, vous allez être extrêmement engagé par votre passé, et vous allez normalement être retenu pour des postes qui sont dans la continuité du passé. Quand on place dans une shortlist, quand je fais une shortlist à 4 avec 3 clones et un pas clone, même quand je vais voir le client en disant quand même, tu m'as raconté ta vie, il y a tel ou tel problème, regarde le pas clone parce que je pense qu'il n'est pas dans la commande mais il peut répondre à ton problème, je suis assez tranquille, le client va prendre le clone. Deuxième élément à savoir sur le fonctionnement, il y a une limite d'âge à 55 ans. C'est totalement illégal, mais en fait, nos clients considèrent qu'à 55 ans, on devient vieux et qu'on a d'un côté et qu'on n'a plus d'espérance de vie suffisante. Alors c'est ridicule parce qu'à 55 ans, il reste 10 ans à faire. 10 ans, c'est 3 éternités en termes de business, mais c'est un truc à garder en mémoire. Il va y avoir une petite réticence des clients à embaucher les gens de plus de 55 ans. Alors c'est de temps en temps justifié, notamment lorsque il y a une transmission, un changement de génération dans une entreprise détenue par les cadres, ils voudront effectivement recruter des gens qui sont d'une génération en dessous. Là, ça peut se comprendre. Ça se comprend aussi dans un certain nombre de cas de fonds d'investissement qui, eux, sont attentifs et souhaitent avoir une équipe de management qui soit présente pendant la durée de leur détention, c'est-à-dire 5 ans en gros, plus 1 ou 2 ans après pour que le successeur soit là. C'est moins justifié dans pas mal de cas, mais ça existe. L'un des moyens de tourner le problème, en revanche, ce sont sur les postes en province, où là c'est plus ouvert, parce que là, dans les postes en province, à Maubeuge ou Montluçon, la personne qui a 40 ans, dont le conjoint est dans un job de financier purement parisien et qui veut mettre ses enfants à Franklin pour qu'ils fassent Ginette et qu'ils fassent Normal Sup, Maubeuge ou Montluçon, ça lui pose problème. Et donc là, c'est beaucoup plus ouvert quand on a plus de 55 ans. Les drivers pour le recrutement, ce sont les compétences du candidat, et puis finalement les soft skills, en gros, l'adéquation à la culture d'entreprise, soit la culture existante, soit la culture à venir, et donc nous, ça fait partie des éléments importants dans les discussions avec le client, de savoir comment fonctionne cette boîte, d'un côté, quelle est la culture d'entreprise, et donc qui va s'intégrer ou pas. Je vous rappelle que nous, notre problème, c'est que le candidat s'intègre, parce que s'il ne s'intègre pas, on a une garantie de reprise, on n'a pas envie de travailler la deuxième fois gratos, donc c'est un point auquel on fait, c'est soft skills auquel on fait assez attention. Un point intéressant, les profils pour les grands groupes ne sont pas forcément tout à fait les mêmes que pour les PME. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a un sujet de rémunération. Les grands groupes, globalement, payent bien, quand même, nettement mieux que les PME. Même si quelquefois dans les PME, il y a des possibilités de participation au capital ou de participation à la création de valeur dans le cadre de LBO qui compensent d'un côté, mais globalement la rémunération cash, en quelque sorte fixe plus variable, est effectivement assez notablement en dessous dans les PME par rapport aux grands groupes. Alors c'est pas vrai dans tous les cas, mais en moyenne c'est quand même assez le cas. Et on a en fait des profils de candidats qui sont assez différents. Pour moi, les gens qui sont dans les PME, les patrons de PME, c'est effectivement des profils schizophrènes et courageux. Schizophrènes parce que il faut qu'ils passent 2 tiers de leur temps les mains dans le cambouis à gérer des petits problèmes, mais il faut quand même qu'ils sortent la tête de l'eau 1 tiers de leur temps pour voir où ils vont. Ils n'ont pas de back-office pour les aider
n'y a pas de back-office de bon niveau. Les équipes sont en général des gens souvent sortis du rang qui sont extrêmement volontaires mais qui n'ont pas forcément un niveau extraordinaire. Donc il faut qu'il y ait cette double, cette vision un peu hélicoptère, et puis courageux parce qu'il n'y a pas de back-office pour gérer les problèmes, c'est eux qui prennent tout de front, et le pire c'est qu'il faut qu'ils y retournent le lendemain et le surlendemain. Donc on ne cherche pas tout à fait le même profil sur les deux types de sociétés, ce qui veut dire d'ailleurs pour vous que ça peut être un point d'attention dans votre parcours. Je reviens au problème du clonage si vous avez fait beaucoup de grands groupes, et parce que les gens qui sont dans les grands groupes disent souvent j'aimerais bien aller dans les PME. Ça veut dire aussi que ça vaut le coup que vous posiez la question de savoir si réellement vous vous sentiriez à l'aise dans ces ambiances de PME qui sont un petit peu différentes, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, mais c'est simplement des fonctionnements différents, certains s'y sentent bien, d'autres pas. Comment approcher un chasseur? Alors, il faut savoir que pour un chasseur, le problème, ce n'est pas le candidat, c'est la mission. Le candidat, on s'est trouvé. Notre problème, nous, c'est de trouver les missions. Donc, on ne peut pas recevoir tout le monde. Et hors candidats qui correspondent par chance à une mission en cours, et ça, donc je vous l'ai dit, c'est pas très courant, passer du temps avec des candidatures spontanées, c'est un investissement pour nous. C'est du temps perdu d'une première manière, et donc on le conçoit comme un investissement. Et du coup, qui est-ce qu'on reçoit? Alors, on reçoit en fonction de la charge de travail. À 13 missions par an, c'est très cyclique. Il y a des jours, il y a des mois où on a peu de missions, on a du temps. Des mois où on a plein de missions qui arrivent en même temps, on n'a pas le temps. Donc, ça dépend, finalement, vous avez de la chance ou pas, en fonction de notre charge de travail, on reçoit plus ou moins. On reçoit des candidats que nous jugeons intéressants, c'est-à-dire en gros des candidats cœur de cible, les missions qu'on fait régulièrement. On est très intéressés, on reçoit des gens qui sont des clients potentiels, en se disant que si on les traite bien, peut-être qu'ils nous renverront l'ascenseur. On reçoit des gens qui sont dans nos mondes, dans les pratiques dans lesquelles on travaille. Ça nous permet de faire aussi un petit peu d'intelligence économique pour savoir ce qui se passe dans telle ou telle boîte. Et puis on reçoit les gens recommandés, parce que là aussi ils sont recommandés par quelqu'un, et donc on espère que quelqu'un qui recommande nous renverra l'ascenseur un jour ou l'autre. C'est un métier, encore une fois, où on est très, très intéressé. On reçoit aussi des candidats qui sont facilement employables. Et les critères, là aussi, si on veut être simple, pas forcément, enfin, c'est pas toujours vrai, mais c'est quand même quelques critères qui permettent de trier très rapidement des parcours. C'est une formation supérieure, des gens qui ont fait plusieurs sociétés, qui sont à la fois des grands groupes pour la structuration dans le fonctionnement que ça apporte, et puis des PME ETI pour la réactivité que ça apporte, des gens qui ont un tempérament d'entrepreneur, voire des gens qui ont une expérience d'entrepreneuriat, même si elle n'est pas réussie. Et puis on aime bien les expatriations, parce que les expatriations, c'est des gens qui ont travaillé dans un milieu hostile, entre guillemets. C'est un milieu dans lequel il n'y a pas forcément le confort qu'on trouve en France dans les grands groupes, et où il faut s'adapter. Quelques éléments sur l'entretien, il faut préparer un minimum. Alors le minimum, c'est jeter un coup d'œil rapide sur le site du chasseur de tête et puis sur le profil LinkedIn de la personne que vous rencontrez. J'ai en mémoire des choses très amusantes de candidats qui ont travaillé dans des boîtes dans lesquelles j'ai passé une douzaine d'années, qui au bout d'un moment me disent « mais vous connaissez bien la boîte ?» Ben oui mon garçon, j'y ai passé 12 ans. Si tu avais préparé, tu aurais su, et donc ça t'aurait évité de raconter n'importe quoi ou d'embellir ton profil. Donc faites attention à ça. L'important aussi, c'est de savoir être clair, à la fois dans la description des enjeux que vous avez rencontrés, parce que nous, ça nous intéresse de vous écouter parler, de voir comment vous présentez les choses, les sujets sur lesquels vous insistez, les sujets dont vous ne parlez pas. Ça nous permet d'évaluer un petit peu le profil, et donc d'avoir un premier accès aux soft skills dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il faut savoir être clair aussi sur le job qui vous fait rêver, ce que vous cherchez. Parce que nous, derrière, on vous classifie, et donc on vous ressortira en fonction de ce parcours et de ce que vous savez faire. Et puis l'idéal, c'est d'arriver à se démarquer sur un point donné, parce que comme ça, on a tendance à se souvenir, on voit énormément de monde. C'est pas évident de garder en mémoire tous les gens qu'on a vus. Et donc, idéalement, si on arrive si vous êtes sur le haut de notre pile intellectuelle, donc ça vous donne plus de chance lorsque dans 2 mois, 3 mois, 6 mois arrivera une mission pour laquelle on cherchera quelqu'un qui a votre profil.
Quelques mots sur la transition. C'est un petit marché par rapport à la chasse. Hein. C'est 450 millions d'euros par an, en forte croissance quand même, 15% par an. Petit marché parce qu'il y a en gros 5000 missions par an. Et 5000 missions par an, c'est quand on met du middle dedans. Hein. C'est à partir de 70 000 euros de rémunération, sachant qu'il y a des missions à 200 000 euros en transition, il n'y en a pas tant que ça. Ces missions sont là aussi en bonne partie intermédiaires quand même. Là, il y a deux tiers du marché qui passent par des cabinets. Et ça, c'est en hausse. Il y a 3-4 ans, c'était la moitié. Donc ça monte régulièrement. Et puis vous avez deux ou trois segmentations d'émissions. Vous avez beaucoup d'intérim management, le remplacement d'un congé maternité, d'un congé maladie, d'un type qui s'est planté en voiture, d'un décès. 30% de mise en place de projets. Donc la société met en place un projet, n'a pas les ressources nécessaires pour la mise en place, mais derrière, une fois que ce sera mis en place, ça va tourner avec les gens de la boîte, donc il y a besoin d'un renforcement provisoire. Et puis 10% de gestion de crise. Ça, c'était les cas 2019, 2021. Là, malheureusement, la gestion de crise, ça a peut-être augmenté un petit peu. Sur les positionnements, vous avez donc la segmentation que vous voyez là, 30% de DAF, 20% de DRH, ce sont les deux gros postes. Ensuite, DSI, directeur industriel, supply chain, qui se répartissent à peu près au même niveau, entre 10 et 15%. Et puis 10% de tout le reste, avec 5% de directeurs généraux. Et puis commercial et marketing sont des métiers qui se prêtent mal à la transition, parce que ça demande un petit peu de durée, qui est donc incompatible avec la transition. Les postes sont à moitié en Ile-de-France, 10% à Lyon, et puis le reste, c'est un petit peu partout, y compris à l'international. Il y a beaucoup moins d'acteurs, il y a 90 cabinets. Là aussi, ça se développe bien, parce qu'il y a 4 ans, il y en avait que 60. Donc, il y a pas mal de nouveaux acteurs qui rentrent, il y en a d'autres qui se font racheter. Il y a de la même manière qu'à l'AESC, vous avez la FNMT, alors qui devient France Transition, qui est devenue France Transition, qui était la Fédération nationale de management de transition. Marché assez concentré. Hein. Les 10 premiers ont les 2 tiers du marché intermédiaire. Les gros, c'est EIM, donc qui est plutôt haut de gamme. Valtus, qui est le plus gros, qui est le leader du marché. Delville, qui a un petit peu une réputation de cow-boy, mais qui se développe très bien. Et après, un certain nombre d'acteurs de deuxième tiers en quelque sorte, donc en dehors de nous, il y a XPM, MPI qui s'est rapproché de Nîmes, Biden, Actis, Axel, et puis quelques acteurs dans le middle. Vous avez aussi dans les acteurs des associations de managers, comme Amadeus ou Skills Alliance, qui sont des gens, managers de transition, qui sont indépendants, qui se regroupent pour un petit peu, alors pour chasser en meute d'un côté. Quelquefois, comme Amadeus, ils ont une certaine autorité, donc ils sont quelquefois appelés en direct par des clients. Mais en général, ils passent aussi beaucoup par les acteurs du management de transition. On sait que un Skills Alliance, par exemple, c'est un réservoir de gens qualifiés qui ont l'habitude de travailler en transition. En 2020, le marché a eu un trou d'air, c'est normal hein, avec le confinement. Ceci étant, ça c'est clairement un marché qui devrait repartir en 2021 avec une demande qui est structurellement en augmentation et puis pas mal de boîtes qui vont avoir des problèmes de repositionnement malheureusement qui font que ce marché-là va continuer à croître à belle vitesse. Comment ça fonctionne? Là, les drivers sont un petit peu différents de ceux de la chasse. Le sujet, c'est la disponibilité. Parce qu'en général, on est appelé pour commencer dans 48 heures, voire demain matin. Donc, du coup, il faut avoir l'expérience, déjà avoir traité le problème, puisqu'il n'y a pas de temps d'accoutumance, donc il faut démarrer tout de suite et comprendre tout de suite comment ça marche. Il faut la bonne tournure d'esprit quand même. Hein. Il faut une mentalité commando. Il y a 15 jours pour le diagnostic. Au bout de 15 jours, on est censé être opérationnel et tourner à plein régime. Et là, j'ai pas un sujet puisque la mission est courte. On a des managers de transition qui ont 64-65 ans. J'en ai placé un il y a 2 mois là, pour une mission de 9 mois qui a 66 ans. Donc c'est pas un sujet.
Donc la population des managers de transition, il y a un peu plus de 1000 mercenaires qui sont des gens qui ont fait le choix de la transition dans la durée. Mercenaire n'est pas du tout péjoratif, hein, simplement c'est des gens qui ont une mentalité de projet, qui au bout de 6 mois dans un job s'ennuient et qui aiment régler un problème. Donc c'est par exemple tous ceux qu'on va trouver dans les Amadeus ou Skills Alliance. Et donc ils sont connus et référencés dans tous les cabinets de management de transition. Et puis vous avez les managers en transition, ça peut être vous, qui sont des gens qui sont entre deux jobs et qui sont prêts à regarder de la transition. Population qui avait tendance à se réduire en 2019, mais qui là, en 2020, en fin 2020, augmente, avec encore une fois les conséquences de la crise du Covid. Voilà. Donc, quand vous êtes en transition, il y a une question qu'il faut que vous vous posiez, ça vaut le coup de prendre des missions en transition, des missions de transition hein, d'un côté. Faites attention que si vous faites 2 ou 3 missions successives en transition, vous risquez au bout d'un moment d'être catalogué par les chasseurs comme manager de transition. Et du coup, manager de transition, c'est une mentalité un petit peu différente qui commence, la personne qui a fait 10 ans de transition, on se dit qu'elle est plus forcément qu'elle a plus forcément envie ou qu'elle est plus forcément capable de se projeter dans une mission de 5 ou 6 ans dans une boîte. Donc, à un moment donné, quand vous êtes un manager en transition, que vous prenez des missions, posez-vous la question au bout d'un moment de savoir de quel côté vous le basculez. Est-ce que vous voulez basculer côté mercenariat, ce qui encore une fois n'a aucune connotation péjorative, et qui peut être un moyen. Les 1000 personnes en question, ils sont connus, ils travaillent en moyenne 10 mois par an. Hein. Donc ça pose pas de problème. Donc est-ce que vous voulez basculer de ces côtés-là ou pas? Comment ça marche? Il faut se faire référencer, parce que autant en chasse, on attend d'avoir la mission avant de contacter les candidats et de les rencontrer. En management de transition, vu les délais, on rencontre les gens qui veulent faire de la transition avant. On regarde s'ils ont le profil, on les qualifie et derrière on les contacte quand on a la mission. Donc en transition, vous allez être reçu beaucoup plus qu'en chasse et même pas forcément rappelé après. Alors, autre point à savoir en transition, autant en chasse on est exclusif, le client mandate un seul cabinet, autant en management de transition, souvent il en contacte 3 ou 4. Ce qui veut dire que le cabinet qui va vous contacter n'aura pas forcément l'exclusivité, et donc vous, vis-à-vis de lui, autant vous vous engagez sur l'exclusivité pendant une période, c'est-à-dire que si le cabinet présente votre profil, il s'attend à ce que vous y alliez, autant il ne peut pas exiger de vous une exclusivité, et de votre côté, il ne faut pas que vous acceptiez une exclusivité qui dépasse 2-3 semaines. Parce que s'il n'y a pas de réponse dans 2-3 semaines, ça veut dire qu'il n'y a pas la mission, et il faut que vous puissiez de votre côté ensuite vous rabattre sur une autre mission. Voilà les 2 points que je voulais les 2 segments et les quelques points que je voulais mettre en évidence. Alors, quelques éléments complémentaires sur les tendances. Alors, question des réflexions, hein, il n'y a pas de. Encore une fois, on est sur de l'artisanat d'art avec une difficulté à avoir une vision consolidée. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le marché, sur ces évolutions? Bon, on est quand même dans un contexte où il y a pénurie de talent. On a un monde de plus en plus complexe, avec des projets de plus en plus complexes, et on a une évolution négative, une tendance négative de l'évolution des candidats. D'un côté par sélection naturelle, puisque la démographie est différenciée, il se trouve que les gens qui font des études supérieures ont statistiquement moins d'enfants que les autres, et puis ensuite on a une immigration globalement peu qualifiée, donc il y a un niveau qui baisse d'un côté et qui n'est pas compensé par un niveau de formation qui lui aussi baisse. Donc c'est compliqué de trouver des talents face à la complexité. On a beaucoup de disruptions, mais il y a quelque chose de très amusant dans ce métier, c'est que dans le métier exécutif, les gens sont très confiants sur le fait que ça va continuer comme ça. Ils pensent que tous mes confrères avec qui je discute sont confiants. Ils pensent que l'intelligence artificielle va peut-être disrupter, mais seul
les niveaux, le recrutement employé maîtrise et puis middle seront disruptés et que la chasse de tête va continuer comme ça. Bon, c'est intéressant. Je ne sais pas, mais c'est assez partagé. Et sachant qu'effectivement, quand on regarde, on est sur des schémas de fonctionnement qui sont assez variables suivant les acteurs. Il y a peu d'acteurs très processés. Ceux qui sont processés avec, c'est les acteurs du middle, Ice, Michael Page, Mercury, Orval. Beaucoup de volume, beaucoup de process. En revanche, ils souffrent beaucoup en ce moment. De la même manière, Valtus et Delville sont assez structurés. Le marché des PME ETI, qui est celui sur lequel on travaille nous, reste effectivement aujourd'hui une affaire de relations personnelles et une affaire tenue par des boutiques. Bon. Et pour l'instant, c'est vrai que dans le court terme, ça devrait rester le cas. Moyen terme, je ne sais pas. L'avenir est la prédiction est un art difficile, surtout pour l'avenir. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passera. On voit quand même quelques évolutions. On voit l'arrivée depuis peu de temps de fonds d'investissement dans le métier. Valtus a été repris par un fonds d'investissement il y a 3 ans, je crois. Menway, qui lui-même a un fonds d'investissement à son tour de table, rachète beaucoup de boîtes. Ces acteurs sont en train de mettre en place un modèle intégré qui regroupe chasse transition et soit de l'outplacement, soit du conseil. Menway fait du conseil de la transition, de la chasse. Lawrence et Hamilton, il y a un petit groupe détenu par une personne physique avec quelques fonds là, derrière lui, mais minoritaires, qui regroupe de la chasse, de la transition avec XPM, il est minoritaire dedans, et puis de l'outplacement. Donc on voit qu'il y a une certaine consolidation dans le métier qui pour l'instant reste encore marginale. On voit l'arrivée de plateformes avec Adequancy ou Catalante, mais qui pour l'instant, ça fait 3-4 ans qu'ils ont mis ça en place. Pour l'instant, ça a un succès assez mitigé, notamment vis-à-vis des PME ETI. Ça passe un tout petit peu mieux sur les groupes, encore que les groupes avaient jusqu'à présent internalisé un certain nombre de fonctions de recrutement. On a LinkedIn qui a de très grandes ambitions, alors qui d'un côté est utilisé par tout le monde pour identifier les candidats, mais qui pose quelques sujets de confidentialité, quelques sujets aussi de crédibilité, parce que c'est déclaratif, on s'aperçoit qu'il y a énormément de typos, encore plus que sur les CV, sur les présentations sur LinkedIn. Les candidats sont sollicités, d'ailleurs les meilleurs sont pas, le top management n'est pas forcément dessus. Voilà, et puis donc le dernier point, c'est l'intelligence artificielle. On sait que Korn a mis en place un centre mondial de gestion des CV et puis comment dire, en essayant de jouer sur l'intelligence artificielle entre les besoins du client et les profils parcours et psychologiques des clients. À titre personnel, je suis un tout petit peu dubitatif parce qu'on n'est pas vraiment sur des grands nombres sur ces sujets-là. Donc l'IA aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été testées sur des parcours de niveau, encore une fois, employé technicien, agent de maîtrise. Au-dessus, pour l'instant, c'est très loin d'avoir fait ses preuves. Et puis voilà, donc quelques éléments de réflexion que l'on peut avoir sur l'évolution du marché. Ce qu'on peut peut-être faire maintenant, c'est répondre aux questions. Questions. Alors, alors attendez, je vais les poser à voix haute peut-être. Oui, c'est la discussion. Première question d'Elisabeth. J'ai entendu dire qu'il convenait d'être vigilant sur le fait que les cabinets de chasse se parlent entre eux. Est-ce que vous confirmez? Alors,
se parler entre eux, oui et non. C'est-à-dire qu'encore une fois, on connaît certains des confrères, on essaie de savoir un petit peu comment ça se passe. Mais les informations qu'on échange sont pas mal des informations marché. C'est pas beaucoup des informations candidats et c'est pas du tout des informations clients. Donc, dans l'expérience que j'ai, alors qui encore une fois est une expérience de quelqu'un qui est venu de l'extérieur, mais qui n'est dans ce métier que depuis 3-4 ans. C'est que, oui, moi j'appelle régulièrement des confrères pour savoir un peu comment ça va, mais on n'échange rien on n'échange pas sur les candidats. Donc, de votre point de vue à vous, le fait qu'on se parle n'a pas d'impact. Deuxième question d'Aline. Est-ce que vous êtes finalement en train de nous dire qu'une prospection auprès des chasseurs serait quasiment une perte de temps, sauf contact ciblé, recommandations sur une mission, informations sur une recherche particulière par exemple? Alors non, c'est pas une perte de temps. C'est pas une perte de temps parce que il y a deux choses. D'abord, c'est facile aujourd'hui de contacter. Vous avez l'annuaire CERCOM, CERCOM CERCO2M édite tous les ans un annuaire de l'ensemble des acteurs qui se veulent exécutifs. Donc à partir du moment où vous avez votre CV et puis un pitch de 4 lignes, parce que c'est pas la peine de faire plus, vous pouvez contacter les 350 chasseurs et puis dans les 350. Vous n'êtes pas à l'abri d'un accident, il peut y en avoir un qui a justement la mission qui correspond à votre profil à ce moment-là. Et deux, autant, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas recevoir tout le monde, autant on traite quasiment tous les CV. Quand je dis quasiment tous les CV, il nous arrive de recevoir des CV de trop middle qu'on écarte à ce moment-là parce que on sait qu'on n'aura pas la mission. Mais en revanche, on rentre dans notre base de données les CV qu'on reçoit. Donc, contacter tout le monde, ça n'est pas une perte de temps de ce point de vue-là. Sachant que comment on travaille, j'aurais peut-être pu le dire, effectivement, on commence par regarder dans notre base de données quand on a une mission, parce que notre base de données, elle est globalement qualifiée. En général, quand on reçoit un CV, soit on reçoit la personne, et à ce moment-là, on a le compte-rendu d'entretien, donc la personne est qualifiée, on a validé un certain nombre de choses et on a recoupé quelques trucs, soit on ne la reçoit pas, et en général, on demande quand même au moins 2-3 bricoles, comme la mobilité, le niveau de salaire, ce qui nous permet, nous, derrière de savoir que quelqu'un qui a 350, on ne va pas le chasser sur une mission à 150, voilà. Donc, ce n'est pas une perte de temps. Mon point, c'est ne vous attendez pas à être reçu. Le taux de retour que vous aurez pour être reçu par un chasseur va être faible. Question de Nicolas. Comment démarrer en management de transition sans expérience, puisque c'est ce que recherchent les cabinets? Alors, comment démarrer? Deux choses. C'est vrai que les cabinets vont chercher plutôt des gens que cette expérience de management de transition. Ensuite, il va y avoir deux critères. Le premier, ça va être, vous avez, lors de l'entretien avec le cabinet, montré que vous aviez le profil psychologique commando qui fait que vous aurez la capacité à être efficace tout de suite d'un côté. Et là aussi, il n'y a pas de jugement de valeur. Vous avez des gens qui ont ce côté commando et d'autres qui ont besoin d'un certain temps pour rentrer dans le poste. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas plus efficaces à un moment donné. Ça veut dire simplement que certains sont plus aptes au management de transition et d'autres seront plus orientés sur les CDI. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est d'être disponible et d'avoir de la chance parce que les 1000 personnes en question ne sont pas tous disponibles. Donc le jour où il y a une mission à Montluçon que le cabinet de chasse n'a pas trouvé parmi son stock de 1000 ou de gens qui ont un peu d'expérience, ben, il va élargir un petit peu et à ce moment-là, ben, ça vous permettra de démarrer. Question de Hugues. Dans un cabinet d'individualistes, peut-on contacter plusieurs partenaires du cabinet en toute transparence? Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce que je vous suggère, comme vous ne savez pas comment fonctionne le cabinet, même nous d'ailleurs, on ne sait pas très bien, moi j'en connais 2-3, mais on ne sait pas très bien comment il fonctionne. D'une manière générale, le plus simple, c'est de contacter l'un des partenaires, celui qui correspond à la practice, celui dont la practice correspond à votre parcours. S'il ne vous répond pas, vous avez la possibilité 2 mois après d'en appeler un autre en disant « j'avais pris contact avec monsieur machin, mais j'ai entendu parler de vous, je vous recontacte ». Voilà. De ce point de vue-là, en faisant comme ça, vous n'irritez pas
vous n'irritez pas ceux qui travaillent ensemble, vous perdez un petit peu de temps par rapport aux autres, mais ça vous permet de limiter les risques. Comment sont qualifiés les managers de transition potentiels? Quels sont les critères déterminants? Pour rentrer dans notre base de données de manager de transition, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce côté commando, la capacité à débarquer quelque part, à comprendre très vite ce qui se passe et à être très vite opérationnel. Ça, c'est le critère pour rentrer dans la base de données. Et ensuite, le deuxième critère, c'est au moment où on a la mission. En gros, c'est ce que je disais, c'est être disponible et avoir déjà traité le problème, idéalement. Parce que c'est ça qui va inspirer confiance au client d'un côté, et c'est ça qui va améliorer votre efficacité immédiate. Parce qu'encore une fois, il faut être immédiatement efficace. Quel type de contrat pour un manager de transition? CDD avec client ou cabinet? Alors, c'est pas CDD avec client, parce que CDD avec le client, il y a un problème, c'est qu'il faut arriver à placer la marge du cabinet quelque part. Donc ça n'existe pas. Vous avez schématiquement trois possibilités. Une qui a quasiment disparu, qui était un contrat de travail avec le cabinet. Mais comme c'est très difficile d'avoir des missions, suffisamment de missions pour occuper quelqu'un, ça c'est un modèle qui n'existe quasiment plus, qui a pratiquement disparu. Vous avez deux modèles principaux. Le premier, c'est du portage salarial. Si vous n'avez pas votre propre structure, donc vous êtes en portage salarial, donc qui est un contrat tripartite entre la société de portage et vous d'un côté, et la société de portage et le cabinet de management de transition. Dans tous les cas, c'est le cabinet de management de transition qui va contracter avec le client. Et derrière, donc, il vous paye par une société de portage salarial, ou alors vous avez une structure, et à ce moment-là, vous êtes sous-traitant du cabinet de management de transition. Pourquoi la plupart des cabinets... Excuse-moi. Ça, c'est lorsque c'est intermédiaire. Lorsque ce n'est pas intermédiaire, à ce moment-là, je reviens à ce moment-là. Si ce n'est pas intermédiaire, vous avez effectivement peut-être vous avez la possibilité du CDD ou la possibilité de la sous-traitance par votre structure. Excusez-moi, j'ai été un peu rapide tout à l'heure. Le CDD peut exister si vous n'êtes pas intermédiaire et que vous contractez directement avec le client. Pourquoi la plupart des cabinets de recrutement traitent les candidats comme de la viande, entre guillemets, sans beaucoup de respect si le candidat ne va pas jusqu'à l'obtention du poste? C'est une question intéressante. Je pense que c'est... c'est un métier dans lequel les gens qui font ça depuis longtemps dans la partie exécutive finissent par avoir un ego notable. C'est-à-dire que quand c'est vous qui recrutez Carlos Ghosn, vous pensez avoir le pouvoir sur des gens comme Carlos Ghosn et être un niveau au-dessus d'eux. Au bout d'un moment, ça peut monter à la tête. Et on trouve, c'est très amusant, dans ce métier-là, des gens qui, alors que nous ne sommes que des messagers, nous ne sommes que des intermédiaires entre un candidat et un client, on essaye de le mettre en relation. Notre valeur ajoutée est notable, puisqu'on nous paye pour ça, mais dans le fond, encore une fois, on n'est pas on ne fait pas, on n'est même pas décideur, c'est pas nous qui décidons quel est le client qui va être choisi, quel est le candidat qui va être choisi. C'est amusant de voir qu'il y a beaucoup de monde qui finit par avoir la grosse tête, effectivement, et qui par moment finit par traiter alors traiter les candidats, moi je le vois pas, mais parler des candidats et parler du marché de façon étonnante, oui, ça arrive. Mais à partir du moment où vous passez votre vie à placer des DG, vous finissez par penser que vous êtes quelqu'un d'important. Certains cabinets de management de transition proposent des versions premium où les managers payent un fee pour être en frontline. Est-ce efficace? Oui, c'est intéressant. À l'occasion, ça m'intéresserait de savoir qui fait ça. Alors, faut voir quand même que dans ce métier-là, encore une fois, il y a tout et n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de... Bon, il y a des chartes métiers, mais vous avez, comme dans tous les métiers, des gens très bien et puis des requins. Et c'est vrai qu'en management de transition, dans le fond, vous avez en face de vous des gens qui sont entre deux jobs, dont certains sont prêts à beaucoup de choses pour essayer de retrouver un job, surtout dans une situation de crise, et la tentation peut être forte d'en profiter. Certains proposent effectivement des schémas de formation au management de transition,
À titre personnel, je suis assez dubitatif sur l'intérêt de ces choses-là. Certains proposent des certifications. Là aussi, je suis un petit peu dubitatif, ou des fees, des versions premium. À titre personnel, je suis assez dubitatif sur l'intérêt pour les managers de ces schémas-là. Je suis par ailleurs, sans pour autant bien évidemment partager philosophiquement cette version-là, convaincu de l'intérêt du business model pour le cabinet. Donc faites attention à ne pas vous faire avoir sur ce genre de choses. À titre personnel, je suis sceptique sur le schéma, et clairement, nous, c'est des choses qu'on ne pratique pas du tout. Existe-t-il une liste exhaustive des cabinets de management de transition, et si oui, où la trouver? Alors, vous avez, vous regardez sur France Transition, vous avez les adhérents qui représentent une partie non négligeable des acteurs. Ceci étant, nous on ne fait pas partie de France Transition. Vous avez, alors, Décideur.com sort régulièrement des listes des classements des cabinets de management de transition. J'avoue que je n'ai pas regardé depuis très longtemps l'annuaire Com. Je sais qu'il est à jour sur la partie chasse. Il est probable qu'il mentionne également la partie transition, notamment pour les acteurs mixtes. Il faut payer pour répondre à certaines annonces qui rebasculent sur un autre site. Comment l'expliquer? Ça, c'est ce que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur le business model. À partir du moment où vous êtes sans foi ni loi, c'est un business model efficace. Si c'est face à la population des gens qui ont besoin de travailler et qui sont, j'allais dire, prêts à tout pour trouver un job. C'est comment l'expliquer, c'est un métier vieux comme le monde. Avez-vous des logiciels avec algorithme de type ATS lorsque vous recevez un CV? Alors, j'avoue que je ne sais pas très bien ce qu'il y a derrière ATS. En revanche, quand on reçoit un CV, c'est vrai qu'on a... donc nous, on a une base de données qui n'est pas une base de données maison. Il y a, je ne sais pas combien, 5-6 fournisseurs de bases de données pour tout ce qui est recrutement, gestion de CV. Et donc, dans ces bases de données, il y a effectivement des outils de traitement de texte, de traitement de documents avancés, qui permettent de classifier automatiquement, d'aller chercher les mots-clés et donc de faciliter la saisie. Y a-t-il des missions de management de transition à temps partiel? Et si oui, quelles sont les caractéristiques de cette mission? Alors, il y en a quelques-unes. C'est pas la majorité. Et c'est pas non plus forcément ce qui... Alors, c'est pas forcément ce qui est recherché par les managers de transition. Les managers de transition cherchent en général plutôt un job à temps plein. Et s'ils prennent une mission à temps partiel, ils vont avoir du mal à remplir la deuxième partie. Ceci étant, on a de temps en temps des missions à temps partiel. Là, j'ai typiquement une mission sur une PME dans le parfum. Il va y avoir 6 à 9 mois de temps plein. Et ensuite, un accompagnement probablement de la boîte qui pourrait se faire 2-3 jours par semaine, si les deux parties sont d'accord. Et puis, on a de temps en temps effectivement des missions à temps partiel. L'intérêt que ça peut présenter pour des gens qui recherchent ça, c'est que la concurrence est moins forte. Et encore une fois, la majeure partie des managers de transition cherchent des temps pleins. Et la majorité des missions est quand même à temps plein, la très grosse majorité. J'ai déjà observé que les cabinets vivent très mal qu'un candidat refuse le poste in fine et le blacklist. Comment expliquer que le processus de recrutement sert à se découvrir de part et d'autre et que donc à la fois l'entreprise mais aussi le candidat peut en cours de process conclure que le poste n'est pas fait pour lui? Alors, c'est pas exactement ça. Il y a un truc qu'on ne pardonne pas. C'est, vous venez nous voir, on discute, on vous présente, vous nous dites que vous êtes intéressé, on vous présente au client, vous rencontrez le client, et là, après avoir rencontré le client, vous avez encore, entre guillemets, le droit de dire non. Nous ne sommes encore une fois qu'un messager. Derrière, vous voyez le client, il peut y avoir des réponses à des questions auxquelles nous n'étions pas capables de répondre, que vous avez par le client, et puis derrière, il y a quand même une affaire d'homme. C'est dans une PME ETI, il faut que vous sentiez, si vous êtes au
comité exécutif de cette boîte, il faut que vous sentiez le fait de travailler avec le DG. Et là aussi, sans qu'il y ait du jugement de valeur, vous pouvez très bien vous dire non, je ne peux pas travailler avec lui. Donc après le premier rendez-vous client, vous avez le droit de dire non. En revanche, ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on ne vous pardonnera pas, c'est si après le premier rendez-vous client, puis le deuxième rendez-vous client, vous nous dites oui, et qu'au moment où vous recevez le contrat, vous dites non. Parce que là, nous, on se retrouve en porte-à-faux. Là, il y a eu sélection jusqu'à la fin, vous avez été jusqu'au bout. Si au dernier moment vous dites non, on ne vous pardonne pas. Je vous recite un exemple sur ma boîte de parfum. C'était une mission de transition. Je discute avec un manager en transition, qui me dit oui. On échange des mails, on se met d'accord sur une date de démarrage de lundi. Le type m'appelle le vendredi en disant je viens de recevoir une offre en CDI, je ne viens pas chez vous. Celui-là, il est blacklisté chez moi, parce que lui, il m'a mis en porte-à-faux. Lui, il m'a dit oui, j'ai tout monté avec le client l'attendait le lundi, donc entre guillemets, je ne lui pardonnerai pas. Il m'aurait dit non avant, ça pose aucun problème. Ou il m'aurait dit non après, même après avoir rencontré le client. Donc toute la question, elle est, on considère qu'à partir du moment où vous avez vu le client, où on s'est tapé dans la main, en quelque sorte, derrière, ça engage. C'est ça, la réaction de la majeure partie des cabinets, elle est là. Vincent, il est 9h31, il n'y a plus de questions. Je vais passer la parole à Marie-Luce pour la conclusion. Avant, je souhaitais préciser à nouveau que j'ai enregistré votre conférence et que je la diffuserai dans la semaine. Et je précise également à la communauté Tremplin que le prochain atelier aura lieu le 27 janvier à 8h30 et le thème sera « Innover en mode centré utilisateur grâce au design thinking ». Marie-Luce, à toi. Oui, bonjour, rebonjour à tout le monde. Merci beaucoup Vincent. Renaud est parti, donc je remercie Vincent au nom de Renaud et de toute l'équipe de Tremplin et également de Grandir. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre présentation parce que les cabinets de recrutement, je ne connais pas très bien encore. Ce qui m'a touchée dans ce que vous avez dit, c'est quand vous avez parlé d'artisanat d'art, parce que c'est aussi le mot qui est employé dans notre métier d'accompagnement. Nous, on parle chez Grandir, l'accompagnement pour nous, c'est un artisanat d'art. Et j'ai trouvé une relation, quelque chose de commun en tout cas entre nos deux métiers. Donc merci beaucoup. Moi, je ne vous connais pas encore de visu, mais j'anime aussi Tremplin et je suis la directrice générale de Grandir. Parfait. Voilà. Au plaisir de vous rencontrer quand le monde se remettra à tourner normalement. Oui. Donc merci encore et puis à bientôt. Ok. Bonne journée à tous. À bientôt tout le monde. Bonne journée à tous aussi. Merci beaucoup. Merci Vincent. Merci.